Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la psychonoétique, le premier volet avec les fondamentaux. L'introduction, on va commencer par la psychologie contemporaine avec cette présentation. La psychologie enseignée dans les universités et avec la psychiatrie, la discipline la plus en retard parmi les sciences modernes pour saisir la nature du réel. Elle n'est pas, Elle n'a pas intégré les deux dernières révolutions en physique, la relativité d'Einstein et la physique quantique. Elle est donc restée sur un modèle du fonctionnement humain datant du 19e siècle. Il en est de même de la psychanalyse freudienne, dont le modèle humain s'appuie sur la conception de la thermodynamique de Sadi Carnot, c'est-à-dire que la psyché humaine se conçoit à la manière d'une machine. N'allez surtout pas parler de la psychologie quantique, on vous taxerait de pseudo-psychologue. Et pourtant, nous sommes bien reliés au monde quantique comme nous allons le voir. En psychologie, il y a beaucoup plus de dogmatisme que n'importe quelle autre discipline scientifique et les experts s'en défendent ardemment. La scission consommée entre les différentes sciences affairées à comprendre le fonctionnement de l'homme se révèle être catastrophique. En effet, les modèles scientifiques d'aujourd'hui fragmentent l'être humain en différentes parcelles contradictoires de fonctionnement, au point où la cohérence et la compréhension même de la nature humaine devient impossible. La psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse se croisent, se cherchent, dialoguent et se repoussent mutuellement. Tous les modèles proposés sont réducteurs puisque l'être humain est conçu comme un animal, une machine et une mécanique dont les rouages se situent dans les réseaux complexes du corps humain et de la psyché. À vrai dire, les sciences qui étudient la psyché ne savent pas vraiment définir la matière dont est composée la psyché et où situer la psyché elle-même dans le corps humain. Autrement dit, c'est un aveu d'ignorance, mais aucun psychologue le met en avant de cette manière. Au contraire, nous les trouvons sûrs d'eux-mêmes, affirmés et convaincus d'être en possession d'un modèle explicatif. Selon ces modèles, psychologiques donc, lesquels se définissent tous en système fermé sur eux-mêmes, la psyché humaine est un simple animal, machine mécanique dont l'engrammage consiste à répondre aux événements tel un appareil sans âme. La psyché résulte de la simple activité interne. Elle est sécrétée par le corps comme la salive l'est pour les glandes. Et si la machine mécanique s'arrête par la survenue de la mort, alors rien ne survit puisqu'il n'y a plus de sécrétion. De ce fait, et de ce regard sur la psyché, tout ce qui touche à son étude ne peut qu'être qu'une approche pragmatique, utilitariste, matérialiste et réductionniste. Voici une définition de l'âme datant du 19e siècle et qui n'a pas pris une ride. Elle provient du dictionnaire de médecine de Littré et Robin. Citation. Le mot âme exprime l'ensemble des fonctions du cerveau et de la moelle épinière, ainsi que l'ensemble des fonctions de la sensibilité encéphalique, c'est-à-dire la perception des objets extérieurs, la somme des besoins et des pendants qui servent à la conservation de l'individu et de l'espèce, et au rapport avec les autres êtres. Les aptitudes qui constituent l'imagination, le langage, l'expression, les facultés qui forment l'entendement, la volonté et enfin le pouvoir de mettre en jeu le système musculaire et d'agir par là sur le monde extérieur. Fin de citation. Les matérialistes affichent donc l'idée que la matière organique est capable de générer en plus de la vie la conscience, les émotions, les pensées et tout ce qui nous constitue. La matière secrète la conscience et son contenu, semblablement à la salive dont on vient de parler. Par conséquent, nous sommes seulement une matière douée de la pensée et qui est capable de se connaître elle-même. Ces allégations posent de nombreux problèmes et questionnements. En effet, comment la matière organique peut-elle générer toutes les facultés psychiques? Comment la conscience peut-elle agir sur la matière organique
lorsque cette dernière est malade et puisse amener une guérison par le phénomène du placebo, si la conscience n'est que matière pensante. Cette cette problématique s'ajoute à une autre. Celle-ci est même première et fondamentale. Il existe une scission entre la biologie et la physique concernant la matière. La physique distingue une matière inerte et inorganique, tandis que les biologistes en distinguent une autre, dite justement matière organique. Qu'est-ce que la matière inorganique? À la différence de la matière organique, la matière inorganique ne se nourrit pas, n'a pas de cycle de croissance et ne possède pas de cycle de reproduction. Dès lors, cette matière ne peut être nommée vivante. La question sur la manière dont on passe de l'inerte au vivant, des atomes aux acides aminés, de la matière inorganique à la matière organique, est une question non encore élucidée aujourd'hui en biologie et qui n'est même pas posée en psychologie. Ce sont les naturalistes du XVIIIe siècle qui ont rattaché les premiers la vie à l'organisation, plus précisément à son organisation spatiale qui relève de lois mécaniques de cette époque, au lieu de la rattacher à la matière inerte et inorganique. C'est une notion cruciale pour les biologistes qui sont en train de bâtir la biologie moderne, encore naissante. La vie dépend de l'organisation et d'une autre matière que l'inerte. La vie est donc rattachée à l'organisation, hmm, et ceci est très important en biologie. La matière organique s'auto-organise. C'est ainsi que le questionnement du divin organisateur est écarté. La matière se suffit à elle-même et tout ce que nous observons autour de nous s'y réduit. Nous sommes en présence de deux matières inconciliables puisque les deux modèles de la matière s'opposent. La scission de la nature entre non-vivant et être vivant, non animé et animé, entre matière inerte et matière organique, n'est donc le résultat que d'une perception culturelle, et aucune expérience ne pourra valider cette conception. La psychologie contemporaine suit le modèle biologique sans le remettre en cause. Il est d'ailleurs intéressant de noter que presque aucun psychologue ne connaisse l'histoire de la double matière et ses conséquences épistémologiques. Il n'est même pas certain que les psychologues aient conscience qu'ils étudient une matière distincte de la matière inerte lorsqu'ils adoptent dans leur approche la biologie. Déplaçons nos deux interrogations précédentes en les posant sur la problématique fondamentale, celle de la matière inerte, puisqu'il n'y a qu'une seule matière. Comment, depuis la matière inerte, les facultés psychiques se forment-elles? Comment la psychologie peut-elle encore rester ignorante de la puissance de la conscience sur la matière inerte, comme la physique moderne l'a démontré depuis maintenant un siècle avec l'expérience des fentes de Jung? Ces redoutables interrogations laissent sans voix les psychologues, car leur modèle, mis en avant dans les universités, feint d'ignorer ces principes de fond en physique. Les interrogations sont nombreuses et les réponses des biologistes et des psychologues sont navrantes. Aucun biologiste ni aucun psychologue actuel ne sont capables de répondre à ces questions à ce jour d'une manière satisfaisante. Ils affichent parfois une tentative de réponse lorsqu'ils parlent d'auto-organisation de la matière organique. Mais d'où vient justement l'impulsion organisatrice? D'où vient l'ordre, la stabilité de la forme organique et de la conscience, de sa préservation et de sa cohérence? Nous tournons en rond avec le modèle réductionniste. Nul besoin de faire appel au divin organisateur pour y répondre. Cherchons plutôt à comprendre la phénoménologie de la conscience et de la psyché. Les psychologues utilisent une variété de perspectives lorsqu'ils étudient la façon dont les gens pensent, ressentent et se comportent. Certains psychologues se concentrent sur une école de pensée spécifique, telle que la perspective biologique,
tandis que d'autres adoptent une approche plutôt éclectique qui intègre plusieurs points de vue. Il n'y a pas une seule perspective qui soit meilleure qu'une autre. Chacun met simplement l'accent sur différents aspects du comportement humain. En d'autres termes, la psychologie expose l'homme fragmenté avec une pensée réductionniste sans que cela ne les gêne plus qu'autre chose. Si vous étudiez la psychologie, vous découvrirez alors que les psychologues apprennent le structuralisme, le fonctionnalisme, la psychanalyse, le comportementalisme, le social, l'humanisme et l'éthologie, qui sont tous des écoles de pensée psychologique différentes afin d'aborder uniquement le fonctionnement de la psyché humaine. Lorsque vous allez voir un psychologue, le professionnel met l'accent sur une per- perspective spécifique. Par exemple, biologique, il examine l'impact du cerveau et du système nerveux sur le comportement. Comportemental, il examine la manière dont les variables environnementales renforcent les actions. Sociologique, il examine l'environnement culturel qui a pu favoriser tel ou tel comportement. Psychanalytique, il examine le comportement d'un tiers selon le point de vue d'une école, freudienne, lacanienne, etc. Et ainsi de suite. Comme vous pouvez le remarquer, tout est affaire de comportement en psychologie moderne. Le comportement humain peut être défini comme l'ensemble des actions physiques et des émotions qui sont associées à un individu ou même à un groupe social. En d'autres termes, ce sont les réponses aux stimuli les plus variés de la vie quotidienne, qui soient d'origine interne ou externe. La théorie fondamentale en psychologie moderne est le SR, stimulus-réponse. SR, stimulus-réponse. Nous sommes bien devant une approche purement matérialiste dont l'assise est l'étude fonctionnelle de l'animal machine mécanique. Maintenant, on va voir d'un peu plus près ce qu'est la théorie stimulus-réponse par contiguïté. Un essai unique est suffisant pour établir l'association SR, stimulus-réponse. Et il explique le fait que la réponse devient de plus en plus forte par association à un nombre croissant d'éléments du complexe de stimulus présents à chaque essai. C'est ainsi que du fonctionnement du cerveau à l'apprentissage d'un enfant, la psychologie argumente que tout est affaire de stimuli et de réponses. Offrez à un enfant une sucrerie après qu'il ait bien répondu à votre question et il participera davantage à votre jeu pour sa simple obtention. Donnez l'aliment favori à un animal de compagnie, vous arriverez à le dresser. Posé devant le nez d'un travailleur un bon salaire, il acceptera les conditions de travail, même les plus déplorables. Ainsi, selon cette perspective dualiste, nous sommes conditionnés, programmés à aimer certaines choses plutôt que d'autres, tant par la chimie organique que par le conditionnement mental. C'est ainsi que les biologistes et les psychologues connectent le circuit de la récompense au système de valeurs que se font les hommes. Le cerveau motive le comportement. Dès lors, on parle de conditionnement du comportement. Des bactéries aux animaux complexes, les êtres vivants sont motivés par des stimuli et donc sont conditionnés par leur environnement. La théorie SR est censée expliquer les flux migratoires des hommes et des espèces vivantes, l'évolution des êtres vivants, les maux et les réussites sociétaux, l'apprentissage, mais aussi au niveau microscopique, la chimie organique. La gamme d'action est très large. Ce modèle dualiste du système du fonctionnement des êtres vivants évoque sans détour la bipolarité de l'énergie que nous avons maintes fois exposée dans nos ouvrages et nos vidéos. La matière ne peut être conçue et observée sans un système composé de deux puissances énergétiques et informationnelles orientées vers deux pôles différents, le positif et le négatif. Il en est ainsi en physique, en biologie et en psychologie.
La matière inerte fonctionne de la même manière que la matière organique. Le mouvement apparaît par l'entremise de la tension plus ou moins petite ou grande entre ces deux polarités inverses. Cependant, dans tous les cas de figure, le système bipolaire intègre un troisième élément, lequel se présente tant comme l'acteur dissimulé derrière la bipolarisation de l'énergie que son propre résultat. L'acteur offre l'unité première qui se scinde en deux. Autrement dit, en observant les phénomènes visibles de la bipolarisation, nous percevons l'épiphénomène, soit le mouvement de l'acteur. Les psychologues sont donc accaparés par l'épiphénomène, le mouvement, le comportement, et se rendent incapables de percevoir l'acteur du système dual. Ils se laissent séduire par le monde des apparences, avec un réductionnisme exacerbé, puisque toute leur entreprise se réduit à un modèle du système mécanique de la psyché, à un système de conditionnement et dualiste. Qui est cet acteur dissimulé? C'est le mental. Lorsque le système trinaire s'actionne, qui se compose du mental et de sa bipolarisation, un état dynamique et stable simultanément apparaît. L'état ou la forme perceptive de l'organisation reste invariant tant que l'énergie du système demeure inchangée. Lorsqu'il atteint un seuil limite, l'état se modifie en fonction de la quantité d'énergie déversée. Derrière ces mots, nous sommes en train de parler des états mentaux, connus aussi sous le terme d'état de conscience. Ainsi, le mental produit le mouvement interne en corrélation avec le désir, puis apparaît en second temps l'état de conscience ou l'état mental. L'unité devient duel et forme le trinaire, ce qui forme par la suite le quaternaire, le résultat, soit l'état de conscience. C'est la raison pour laquelle les traditions évoquent un symbole géométrique pour expliquer le monde manifeste, le triangle. Il y a donc de l'indéterminé dans le déterminé et de la liberté dans le quantifiable. Pour compléter cette vidéo, je vous conseille de visionner De l'énergie cosmique à l'énergie spirituelle, volume 2, afin d'avoir une vision plus élargie du réel. Nous retrouvons ce système trinaire partout dans les systèmes non vivants et vivants, soit la matière inorganique et organique, et dans l'ensemble des écosystèmes. C'est l'ensemble du réel qui se constitue selon cette loi universelle. Le rapport et la relation trinaire déploient un système dynamique stable. L'altération d'un des pôles affecte automatiquement sa polarité inverse, puisqu'il y a échange d'informations et d'énergie constamment entre les deux extrêmes, ce qui manifeste le cycle de développement et l'homéostasie. L'homéostasie maintient la constitution d'un système autour d'une valeur stable, grâce à un processus d'autorégulation. Lorsque l'homéostasie est perturbée, le système cherche toujours à s'autoréguler en redistribuant l'énergie et l'information de façon à retrouver sa stabilité. Ainsi en est-il du rapport des proies et des prédateurs dans la nature, des bactéries et du système immunitaire. Pensez aux problèmes des bactéries et des plantes dites nuisibles, lesquelles sont bombardées de pesticides et qui les immunisent au fur et à mesure du temps. Donc, on augmente la dose pour les détruire, ce qui produit une contraction de leur part. Elles s'immunisent encore et ainsi de suite. Autre exemple, le climat et l'océan. Et pour notre discipline présentement étudiée, la psychologie. Autrement dit, derrière chaque métamorphose de la nature, fruit de ce système trinaire, se dissimule un centre immobile, unique, non duel, permanent et invariable. N'est-ce pas l'indice de l'existence d'une dimension qui échappe encore à la dimension moderne? Revenons à notre psychologie. Toutes nos réponses neurophysiologiques aux stimuli sont d'ordre chimique et électrique. C'est sur ce terrain que se greffe la psychiatrie. L'activité cérébrale est étudiée afin de comprendre tant le fonctionnement d'une personne que son comportement. Et en changeant cette activité,
Par des doses médicamenteuses, on pense remédier au dysfonctionnement cérébral, et donc psychique et comportemental d'une personne. Parfois, la psychiatrie souscrit également à des prescriptions de cure électriques, comme l'électrochoc, parce que ça marche sur certaines maladies et pathologies, et parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'action pour aider les patients. Les psychiatres se rabattent sur un modèle du fonctionnement psychique défaillant. Disons un mot sur le modèle de fonctionnement cérébral selon la psychiatrie. Un neurone génère et propage un potentiel d'action le long de son axone, puis il transmet ce signal à travers un synapse en libérant des neurotransmetteurs, lesquels déclenchent une réaction dans un autre neurone ou une cellule effectrice. Les neurotransmetteurs permettent aux neurones de communiquer entre eux. Les neurotransmetteurs libérés se lient aux récepteurs d'un autre neurone. Le fonctionnement cérébral s'appuie donc aussi sur la théorie SR, avec un émetteur et un récepteur. Les neurones qui libèrent des neurotransmetteurs sont appelés neurones présynaptiques. Les neurones qui reçoivent des signaux de neurotransmetteurs sont appelés neurones postsynaptiques. Le signal peut stimuler ou inhiber la cellule cible en fonction du neurotransmetteur et du récepteur impliqué. D'autres facteurs, dont les médicaments et les troubles, affectent la communication entre les neurones en modulant la production et les actions des neurotransmetteurs. Le dysfonctionnement de ces processus peut entraîner des maladies cliniques. C'est donc en changeant et en modulant la production et les actions des neurotransmetteurs que les psychiatres soignent leurs patients avec des prescriptions médicamenteuses de nature chimique. Les neuroleptiques, les tranquillisants, les anxiolytiques et toute la gamme de médicaments du même genre prennent naissance sur ce modèle du fonctionnement cérébral. Les déséquilibres chimiques se produisent dans le cerveau lorsqu'une personne a trop ou pas assez de certains neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont les messagers chimiques qui transmettent les informations entre les cellules nerveuses. Or, toute cette explication fort savante de l'origine de la santé mentale et des pathologies psychiatriques provient d'une hypothèse invérifiable, donc non scientifique. En effet, pour qu'une hypothèse soit confirmée ou infirmée, il faut qu'elle passe par le crible de l'expérimentation. Chose étrange, l'hypothèse de départ des psychiatres est invérifiable. C'est donc avant tout un dogme plus qu'une approche scientifique. En effet, il n'existe aucune machine, ni aucun outil qui permet de mesurer la quantité distribuée de neurotransmetteurs par un neurone. Bien que les déséquilibres chimiques dans le cerveau semblent avoir une association avec les troubles de l'humeur et les problèmes de santé mentale, les chercheurs n'ont pas trouvé que ces déséquilibres sont la cause initiale de ces conditions. Par conséquent, on nage sur un nuage en psychiatrie. Nous voudrions signaler qu'il est nécessaire de mettre au cœur de la psychologie l'étude des états mentaux, puisque c'est à partir de l'état mental d'une personne que le comportement est régi. Changer l'état mental et le comportement se modifient à mesure de son basculement. Or, nous pouvons tant modifier cet état mental par l'absorption d'un produit externe, d'origine chimique, que par notre propre travail personnel comme la méditation ou la transe. Le cerveau n'agit donc pas de manière passive en répondant simplement à des stimuli extérieurs, il peut être l'acteur en produisant par lui-même un autre état mental et délivrer une différente activité chimique et comportementale. Depuis quelques décennies, les études sur les effets de la méditation par des patients ont démontré la force d'action de celle-ci sur les états mentaux. L'état mental dépend tant de l'environnement où baigne la personne que sa propre capacité à modifier son propre état mental et de ce fait à changer son comportement. Il se dessine alors une boucle rétroactive, un retour de l'extérieur vers l'intérieur et un aller
de l'intérieur vers l'extérieur. À l'image de la génétique et de l'épigénétique, dont l'assise biologique participe à la psychologie, la boucle rétroactive permet d'organiser toutes les composantes psychologiques et le mental se tient au cœur de ce système. La théorie déterministe SR matérialiste est si ancrée en biologie et en psychologie qu'elles ne peuvent concevoir autrement le vivant. Or, la boucle rétroactive bouscule ce modèle puisque le moyen de contraction est possible devant un stimuli qui demanderait normalement une réponse mécanique de notre part. En effet, nous pouvons nous défaire d'une mauvaise habitude avec de l'entraînement, se libérer d'une dépendance affective ou encore lutter avec grande peine contre une dépendance à la drogue dure jusqu'au sevrage complet. Cependant, ce jeu n'est possible que pour des êtres vivants dotés d'une grande complexité cognitive. Plus nous descendons sur l'échelle de la complexité cognitive, comme les animaux primaires ou les personnes déficientes mentalement, moins il y a de possibilités d'action. Quelle est la part en nous-mêmes qui se rend apte à défaire le lien entre le stimuli et la réponse? À nouveau, c'est le mental. Il s'agit de la faculté cognitive de la conscience. En conséquence, plus le mental d'un individu est éduqué, plus il cherche à se défaire du circuit de la récompense basique, moyen ou élevé, et gradué sur l'échelle du système des valeurs. Si certains répondent qu'à des sucreries en système de valeurs, d'autres préfèrent l'argent, tandis que d'autres encore courent derrière la renommée ou le pouvoir. C'est la connaissance de soi qui libère les hommes et les affranchit des valeurs qui se profilent à l'extérieur d'eux-mêmes. Se connaître soi-même revient à déceler que la plus haute valeur est dissimulée en son être, et elle est de nature divine, donc spirituelle. Il s'agit de l'arrêter, comme défini par Socrate et Platon, ce qui signifie excellence. La partie de notre être la plus excellente qui soit est contenue dans notre mental non duel d'origine divine et qui recèle toute l'intelligence du cosmos. La boucle rétroactive articule aussi ensemble le corps, la psyché et le mental ou la conscience. Il devient alors impossible de séparer les études biologiques des études psychologiques, puisque l'activité psychique a un effet sur le corps, tout comme l'activité corporelle a un effet sur la psyché. La modernité a accouché d'un homme fragmenté. Les modèles scientifiques affairés à la compréhension humaine se dévoilent schizophréniques. Les biologistes ne se préoccupent que du corps et les spécialistes de la psyché que de cette dernière. L'articulation des composantes de l'ensemble humain que nous proposons se nomme psychophysique et cette dernière fonctionne en boucle rétroactive. L'information et l'énergie qui circulent dans la boucle rétroactive passent d'une sphère à l'autre sans perdition et elles se transforment sans cesse. Étant donné que le mental se tient au centre de cet échange et les états de conscience, et que ces variations d'état affectent l'information contenue dans cette boucle, autant que la boucle affecte les états mentaux, il devient urgent de poser le mental comme étant le principal acteur en psychophysique. La somatisation et l'activité onirique sont deux exemples clairs du rapport et de la relation qu'entreprend la psyché avec le corps avec la psyché. Ceci démontre l'existence d'un échange d'informations et d'énergie entre les deux sphères, ce que propose justement le modèle psychophysique de boucle rétroactive. La forme géométrique de cette boucle dessine un tore. À cela, et cela a son importance dans les études scientifiques sur la nature. Le triangle qui se compose des deux polarités inverses et de l'axe médian, le mental, et forme l'homéostasie du système, se greffe au tore comme une forme géométrique qui expose la même réalité sur un angle différent. Ainsi, le cerveau et le système nerveux apparaissent plutôt comme une
interface de communication, un transducteur, un organisme médiateur qui transmet des informations et l'énergie, puis sont traités et analysés par le cerveau. La grande question à se poser est celle-ci. De quelle manière le mental peut-il agir sur lui-même et sur sa propre matière psychophysique? Si la force mentale permet de changer un mauvais comportement, de se défaire d'une dépendance ou d'obtenir une résistance au froid, pour les yogis par exemple, de quelle manière agit-il sur son propre conditionnement biologique ou psychologique? C'est à ce moment précis qu'intervient la notion de superposition de plans. Nous allons découvrir que le mental lie les deux sphères de l'existence que sont la psyché et le soma d'un peu plus près et ne s'est réduit pas. Il se superpose à la matière et l'actionne autant que la matière peut affecter ses états mentaux par l'effet de boucles rétroactives. Le mental se tient au cœur du torus. Maintenant, nous allons découvrir ce qu'est la psychonoétique. Nous allons commencer par la superposition de plans. L'activité physiologique modifie la chimie organique, puis l'information électrique qui circule dans le système nerveux, et en fin de parcours, nous retrouvons les atomes. Le corps humain se compose de plusieurs niveaux de communication et d'échange d'énergie. Chacun d'entre eux sont interconnectés de manière intriquée. Dans ces schémas, nous partons du plus extérieur au plus intérieur, du macro au micro. Physiologie, organes, tissus, chimie, électricité du système nerveux et atomes. Or, la marche d'action fonctionne en sens inverse également, comme la boucle rétroactive nous le montre. Donc, atomes, système nerveux, électricité, chimie, tissus, organes, physiologie et comportement. Bien que tous les chercheurs spécialisés sachent que le cerveau est une pompe à atomes qui produit de l'électricité, les psychologues ne veulent pas s'engager sur ce chemin puisque cela demanderait de changer de paradigme. En effet, cette assertion signifie que la psyché humaine est bien plus qu'un appareil chimique et électrique et qu'il est bel et bien en liaison avec le monde quantique des atomes et notamment le système nerveux. N'ayant ni pile ni générateur, n'ayant ni pile ni générateur, comment le système nerveux produit-il les courants électriques qui parcourent les neurones et nous permettent de penser, parler, marcher, voir, lire, entendre et se souvenir? Les neurones sont comparables à de fins conducteurs électriques, mais ce sont des câbles creux, délimités par une membrane. De minuscules pompes moléculaires sont logées dans cette membrane et passent leur temps à refouler des atomes porteurs de charges électriques hors du neurone et en importer d'autres. Il en résulte une différence de potentiel électrique entre l'intérieur du neurone et l'extérieur. Autrement dit, une tension électrique qui est à la base de l'activité électrique des neurones. Par conséquent, les atomes illuminent notre cerveau avec une activité électrique, laquelle se transforme ensuite en chimie organique, puis les organes se meuvent et déploient un mouvement corporel et psychique. Or, l'activité quantique produit également un mouvement oscillatoire, un champ d'information et d'énergie fréquentielle perceptible dans l'activité électrique des neurones du cerveau. Vous savez tous que le cerveau émet des ondes de fréquence. Le rythme cérébral désigne l'oscillation électromagnétique. Les oscillations cérébrales reflètent les fluctuations cycliques de l'excitabilité de populations neuronales avec des fréquences différentes. Ces rythmes sont présents aussi bien au repos que lors d'une activité cognitive. On distingue 5 rythmes cérébraux principaux en fonction de la fréquence à laquelle les neurones oscillent. Delta, entre 0,5 et 4 Hz, θ, entre 4 et 8 Hz, alpha, entre 8 et 13 Hz, bêta, entre 13 et 30 Hz, et gamma, entre 30 et 90 Hz. Les oscillations cérébrales sont capables de se synchroniser sur des stimulations externes qui présentent également des propriétés rythmiques
telles que la parole, ou une stimulation interne comme la méditation et la concentration. Par exemple, la récitation de mantras de manière continue synchronise le champ neuronal et produit une certaine émission chimique, modifie la tension musculaire en l'apaisant et, affecte l'état mental en le calmant. Inversement, une pensée focalisée sur une idée peut stimuler le champ neuronal et modifier l'ensemble des couches physiologiques, et ce jusqu'au comportement, tant pour son bien que pour son propre mal. Tout dépend de l'idée sur laquelle nous nous sommes focalisés. Par ces simples exemples, vous prenez conscience que notre fonctionnement quotidien révèle l'existence de la boucle rétroactive. Autre exemple, lorsque nous sommes stimulés extérieurement, au hasard, par un produit de consommation, l'ensemble de nos couches de communication s'actionne et transmet l'énergie et l'information au psychisme. Nous avons alors des images mentales qui apparaissent, des souvenirs qui jaillissent, un désir se met en marche et un état mental spécifique se manifeste. L'inverse est possible également. Un souvenir douloureux met en branle le champ neuronal, celui-ci actionne la chimie organique, la souffrance psychique elle-même peut être ressentie au niveau physiologique sans qu'aucun stimuli extérieur n'en soit à l'origine. Les muscles répondent à ce champ électrique, le comportement de la personne se modifie, voire même sa posture gestuelle. L'état mental se voit alors profondément altéré, pourtant ce n'est qu'un souvenir. Comme nous venons de le montrer, l'état mental se dévoile parfois passif et d'autres fois actif. Les effets placebo, croire que ça fait du bien, et nocebo, croire que ça fait du mal, explique, s'explique aussi par ce modèle de boucle rétroactive. Ils peuvent agir d'une manière effective sur le corps uniquement par le biais des croyances que la conscience se fait d'un produit. Dès lors, nous sommes à même de nous soigner nous-mêmes ou de nous faire du mal rien que par la puissance de notre propre état de conscience. Par conséquent, nous sommes bien plus que de la chimie organique. Nous sommes le mental, puis quantique, avec un système nerveux électrique, puis chimique, et nous baignons dans un champ oscillatoire qui propage de l'information et de l'énergie. La boucle rétroactive agit donc sur plusieurs niveaux corrélativement, et le mental se tient au cœur de ce système d'équilibre dynamique. Toutes les couches susmentionnées sont de la matière quantifiable, sensible et dense. La physique quantique nous montre que le mental a la capacité d'agir sur cette matière. Il y a donc corrélation entre l'état de conscience et la qualité de la matière. Sur ces superpositions de plans de la matière s'ajoute celui de l'éther. La dimension de l'éther jouxte le plan quantique et s'y superpose. Cette matière d'une extrême sensibilité est à l'origine de l'ensemble des mouvements de la matière et de la conscience. Elle relie tous les points de l'espace de notre dimension sensible en abolissant les distances. L'éther et la matière sensible communiquent sans cesse entre eux et échangent leurs informations et leur énergie de manière continuelle. Le mental se tient à la jonction de l'éther et de la matière sensible. Il peut absorber le flux éthérique et le rendre tangible, perceptible à ses yeux et ou aux yeux des autres lorsque le mental est en grande concentration. Le flux de l'éther porte pour nom pneuma chez les Grecs, chi en Asie et prana en Inde. Le pneuma est la source de toute l'énergie qui circule dans la matière dense, qu'elle soit libidinale ou électromagnétique. C'est lui qui se superpose à l'énergie perceptible et qui circule dans le torus de la psychophysique. Il existe une technologie de la conscience afin de densifier le pneuma et de le manifester en soi-même afin de sublimer la matière psychophysique en facultés dites parapsychologiques. Ces facultés s'éveillent à mesure que le pneuma se cristallise, se densifie pour devenir matière. Pour ce faire, le mental concentre l'énergie du torus sur un point focal, médite dessus et ne disperse plus son énergie dans d'autres activités cognitives et physiques. L'énergie commence alors à s'accumuler,
à se condenser, à se concentrer, à augmenter, et une chaleur interne se manifeste, ainsi que graduellement le développement des facultés parapsychologiques. Dès lors, le mental commence à absorber le flux de l'éther, le pneuma, par une technique, et éveille en soi des états de conscience supérieurs, associés au déploiement des facultés parapsychologiques. C'est alors que l'état mental découvre l'existence des dimensions invisibles de son propre esprit, au nombre de 7 selon les traditions. Le mental se nourrit de pneuma comme l'organisme se nourrit d'aliments sensibles. Nous avons discerné plusieurs étapes de l'éveil du mental à lui-même dans notre ouvrage Émergence. Les voici exposées graduellement selon l'ordre de grandeur et d'expansion. Illusion, c'est la matière sensible. Hallucination, c'est activité mentale qui commence à ouvrir l'espace intérieur. Vision, manifestation de facultés parapsychologiques. Kavana, rima, capacité d'action sur la matière par sa concentration. Et imagination créatrice, recouvrement complet de son propre pouvoir créateur. Il y a un rapport certain entre le désir et le mental. Nous allons explorer cet angle de la psychonoétique dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que le mental selon ces observations? Un pivot, un axe de jonction entre le dedans et le dehors qui se déplace sur une ligne d'information et d'énergie. Son activité se manifeste donc tant au dedans qu'au dehors et traverse tous les plans de transmission d'informations d'énergie superposées les uns sur les autres. Il n'est donc situé ni au dedans ni au dehors. Ce que nous percevons et observons de lui ne sont que des épiphénomènes, son mouvement dual. Par conséquent, les psychologues confondent l'épiphénomène dans leurs études, l'activité perceptible du mental, et le mental lui-même, lequel échappe à la perception. Qu'est-ce que la matière pour le mental? Une substance, une interface de communication, un espace d'expression, une étendue par laquelle il se dévoile et apparaît au monde. Nous ne sommes donc pas réductibles à ces épiphénomènes, à ces superpositions de plans. La conscience est de nature temporelle. Elle est en relation avec la matière et on reçoit l'information et l'énergie. La matière est une toile vibrante d'information et d'énergie. La conscience peut tant les traiter de manière passive que de manière active. La toile vibrante est une spatialisation du temps, une étendue par laquelle le mental peut sonder ce qu'il contient en le déployant dans cet espace. C'est ainsi que le moi se construit, se découvre et prend conscience de sa propre existence. Le rapport entre la conscience et la matière équivaut au rapport qui existe entre le temps et l'espace. L'un affecte l'autre puisqu'ils sont en relation. C'est ainsi que la physique de la relativité d'Einstein entre entièrement en compte dans notre psychophysique. La conscience est du temps. Ces épiphénomènes se dévoilent dans un espace intérieur que l'on nomme psychique et dans un espace extérieur que l'on nomme corps. C'est la raison pour laquelle toute expérience de conscience modifie la sensation qui s'écoule du temps. Le temps peut tant se comprimer que se dilater. Lorsque nous tombons malades, le temps semble s'allonger. Et lorsque nous sommes dans une grande concentration, le temps semble se raccourcir. Pourtant, rien n'a changé au niveau de la dimension extérieure. C'est notre rapport à cet espace qui a été modifié. Ainsi, le mental temporalise ces données intérieures et les spatialise, autant que ces mêmes données informatives et énergétiques disponibles dans cet espace se temporalisent. Le mental affecte la masse de la matière autant qu'il peut en être affecté lui-même par l'entremise de ses propres états. Il se déplace sur la ligne d'information horizontale, celle de la matière sensible de tous les jours, et se croit corps, s'identifie aux objets perçus et aux affects psychiques. À ce niveau de conscience, un état particulier du mental, soit un état du mental, le moi confond les données de l'espace où il réside et lui-même. Cette fusion identitaire le fait perdre de vue ce qu'il est, au point où ce sont les épiphénomènes qui le définissent.
Il confond alors être et avoir. À nouveau, c'est la connaissance de soi qui libère l'espèce humaine de la propre servitude dans laquelle il s'est emprisonné lui-même. Si la conscience est du temps, alors dans quel temps situer le mental? Le mental se tient hors de l'espace et du temps, il leur donne naissance et se déploie à travers eux. Notre être contient en plus, pardon, notre être contient au plus haut niveau ce mental, il est donc indestructible et éternel. Ce sont les états de conscience qui définissent la dilatation ou la concentration du mental. Toute expérience de conscience est une entrée dans l'espace-temps du mental. Au-dessus du mental s'érige la présence. C'est celui-là même qui a été nommé par Platon l'un bien et par le néoplatonicien l'un sans comparaison et qui se tient au-dessus de l'un. Désormais, vous pouvez entendre l'enseignement de Platon lorsqu'il parle de l'un bien qui est la présence. Tout ce que nous percevons est présence de la présence. L'arbre que je vois, les oiseaux qui volent, l'air que je respire, les galaxies, le vide cosmique, la mer, les hommes. En fin de compte, tout ce qui existe est présence de la présence. Vous pouvez retirer des éléments au cosmos sans que cela porte préjudice à la présence, car elle se situe partout et nulle part, se rend visible et connaissable par tel aimant sans qu'elle ne s'y réduise. La présence est une immanence tout en étant transcendance. Chaque existant manifeste donc au grand jour la présence, et le mental est ce qui lui permet d'être reconnu comme tel. Et parfois, il se laisse séduire par les épiphénomènes de la présence, ce qui provoque sa chute et déploie ses différents états mentaux ou de conscience. La présence est seule, unique, et le cosmos est son apparition. Nous sommes continuellement en relation avec elle. Jamais elle ne s'absente et elle est plus proche de nous que notre propre existence. Sa part divine, la cognitivité, que nous nommons mentale, est ce qui nous amène à la reconnaître à travers la manifestation. Platon a donné pour nom à la présence Chronos, les anciens Égyptiens Atum et les hindous Narayana. Nous sommes bien loin d'une croyance, de dogme ou encore de théologie ancienne et morte. Prenons un exemple pour expliquer la distinction à opérer entre la présence, le mental et l'état mental à travers l'Alzheimer. En perdant ses facultés mémorielles, la personne oublie son propre contenu de conscience et cela peut aller jusqu'à la perte des noms des personnes et de sa propre famille. La mémoire épisodique est affectée, celle qui permet l'enregistrement d'informations nouvelles associées à un moment et à un lieu. La mémoire sémantique aussi, elle constitue notre bagage culturel, notre connaissance sur le monde. Par exemple, le tiramisu est un dessert italien à base de biscuits à la cuillère trempée dans un café, mais on ne sait pas quand, hein, euh, et où cette information a été apprise. La mémoire procéduriale est affectée en dernière. Elle est plus profonde et concerne les savoir-faire, comme faire du vélo, jouer du piano, etc. Par conséquent, la conscience de soi et de son environnement découle pour partie de sa propre mémoire engrammée, laquelle devient souvenir. Les souvenirs sont emmagasinés dans un espace, une matière, c'est l'état de conscience ou mental qui est affecté et en aucun cas le mental lui-même n'est altéré. La personne atteinte d'Alzheimer possède encore son mental, sa cognitivité. Cependant, sa conscience est altérée à travers ses souvenirs qui s'étiolent et affectent la constitution de notre moi. La mémoire appartient à la conscience et non au mental. Il s'agit donc du noyau dur du moi. Il est indestructible et ce, quelle que soit la pathologie. La présence est la présence même de la personne atteinte d'Alzheimer. Elle est également moi-même qui entre en dialogue avec cette personne. Elle est aussi la table à côté de moi, le sol, l'espace entre nous.
L'air que nous respirons, la mémoire perdue et qui reste de la personne atteinte de cette pathologie, elle est la seule chose. Elle nous englobe tous, elle nous fait exister. Tandis que le mental est sa part indestructible par le temps et qui reste et qui perdure chez la personne atteinte d'Alzheimer. Elle marche, respire. Une faculté motrice est bien là. Sa psyché également. Mais une part d'elle se détériore. C'est l'état mental qui est affecté, c'est-à-dire le contenu de la conscience, donc un état de conscience. Son état mental qui peut être défini comme le rayonnement du mental. Dès à présent, nous pouvons poser la première pierre de la psychonoétique. Qu'est-ce que la psychonoétique? Pour Platon, nous désigne la partie la plus divine de la conscience, l'intelligence, que nous rapprochons avec le terme mental. Il ne s'agit donc pas de l'état mental qui réduit les phénomènes du monde à sa propre mesure. Au contraire, nous sommes en présence d'une potentialité cognitive qui reçoit de manière constante le flux de l'intellect divin. Et il écrit dans son ouvrage Le Phèdre, citation, l'essence, celle qui est sans couleur, sans forme et impalpable, celle qui ne peut être contemplée que par le seul guide de l'âme, le nous, l'intelligence. Celle qui est à la source du savoir véritable, la connaissance, réside en cet endroit. Pareil à la pensée de Dieu qui se nourrit d'intelligence et de science absolue. La pensée de toute âme, cherchant à recevoir l'aliment qui lui convient, se réjouit de revoir après un certain temps l'être en soi, se nourrit et se rend bien heureuse en contemplant la vérité. Fin de citation. En d'autres termes, il s'agit d'une science qui se fonde avant tout sur la connaissance de soi. La science noétique est donc une approche métaphysique qui élude tout le champ de ce qui se manifeste en nous-mêmes, au-dedans, et à nous-mêmes, au dehors, et ce jusqu'à atteindre la contemplation de nos propres êtres et de notre propre présence. L'activité noétique donne naissance aux pensées, aux émotions et au désir. Ce sont les trois dimensions de notre existence et forment nos états mentaux, soit nos états de conscience. La psychologie humaine découle directement de l'activité noétique. Il y a donc bien une part de nous-mêmes qui reste au-delà de la psychologie. Maintenant, nous allons parler de la construction du moi et la géométrisation du monde. La psychonoétique découle de la science phénoménologique, autrement dit du savoir-voir. Il s'agit de prendre connaissance de ce qui se manifeste à nous sans proposer de théorie. À la différence de la science empirique, la phénoménologie pose au cœur de chaque phénomène la conscience, puisqu'en fin de compte, c'est elle qui mesure et prend acte de la chose perçue. La pensée scientifique empirique a ceci de particulier. Elle décentralise toute perception humaine afin d'édifier l'abstraction mathématique comme unique fondement du réel. C'est ainsi que nous nous considérons comme des poussières d'étoiles. Dès lors que tout le contenu de notre intériorité s'en retrouve vidé, insignifiant. Le règne de la quantité prend le dessus sur la qualité, du nombre sur l'individu, de la matière sur la conscience, de l'avoir sur l'être. L'un des exemples de décentralisation de l'être, de notre propre existence, est le fruit de la révolution copernicienne. La Terre n'est plus au centre du cosmos, ni nous-mêmes d'ailleurs, c'est le Soleil. Selon l'expérience physique, c'est une vérité. Cependant, il faut atténuer cette vérité indéniable par une autre vérité indéniable et dont la profondeur est analogue à l'abstraction mathématique et physique. La conscience est le point de jonction de ces deux réalités inverses. Regardons cela de plus près. L'expérience noétique nous informe que le système géocentrique existe bel et bien puisque notre psychisme est entièrement façonné par le mouvement du Soleil qui tourne autour de nous. Le Soleil se lève et se couche pour notre rapport phénoménologique, tout comme les étoiles. Le paysage change en fonction des saisons et nous y réagissons. Les animaux marchent autour de nous, les êtres humains aussi. La chaleur du soleil réchauffe notre peau et son absence nous procure la sensation de froid.
Sa lumière nous permet de voir les choses du monde. Son absence nous donne la notion de nuit. Et dans nos multiples relations et rapports avec les éléments du monde, notre conscience, moi, dessine en elle-même la cartographie du monde, laquelle résulte d'une pensée comparatiste, donc duel. Ceci est chaud, ceci est froid, ceci est bon, cela n'est pas bon. J'aime ceci, je n'aime pas ceci. Ceci me plaît, cela ne me plaît pas. Ceci me procure de la satisfaction, cela m'insatisfait. Ceci est agréable, cela est désagréable, et ainsi de suite. Toute la gamme cognitive, émotionnelle et du désir entre ces extrêmes découle de cette relation kinesthésique au phénomène du monde. C'est de cette manière que le moi se construit à travers des expériences quotidiennes et forme un état mental. Le moi humain découle donc directement de la mise en dialogue de son contenu avec celle du monde sensible et dépend de cette relation fondée sur le principe de la dualité. Nous allons découvrir d'ici peu que derrière le moi se dissimule l'unité foncière, le mental lui-même, la cognitivité indestructible. La Terre est au centre du système, comme le sol se tient sous nos pieds. Et c'est grâce à ce fondement que le moi, que je nomme aussi conscience individuelle, se découvre puisqu'il se situe dans un espace localisé et une temporalité chronologique. Il se construit au fur et à mesure qu'il s'identifie aux choses ou s'en dissocie et qu'il observe autour de lui. Les notions de limite et de délimitation permettent au moi de se construire entièrement. Lorsque nous marchons, nous sommes situés au centre du cosmos. C'est-à-dire que selon notre rapport au monde, notre existence place notre propre corps comme le point stable, à l'inverse des astres, et par lequel nous nous observons nous-mêmes comme étant localisés au centre du cosmos. Notre sentiment d'être au centre du tout et de tout découle de cette intime réalité phénoménologique. L'immobilité terre-sol et la sensation de se mouvoir à travers un corps fournit à la psyché et la conscience le support par lequel elle se voit penser le cosmos, sa vie et sa conscience. L'ensemble du contenu de la conscience s'organise selon ce pivot stable et dont l'axe horizontal se croise à l'axe vertical. C'est une expérience kinesthésique indéniable puisque la forme même du corps définit notre propre rapport au monde et la conscience. Ainsi, chaque différente physiologie, de sa masse corporelle à sa forme physiologique, de son sexe à ses besoins nutritifs, façonne une qualité de la conscience, une spécificité qui offre à la conscience une attitude ajustée à son propre corps. Le système géocentrique et anthropocentrique structure notre ontologie et notre rapport au réel. Le langage naît aussi de ce rapport au corps et à ce système géocentrique, tout comme l'organisation des éléments du psychisme. La structuration du moi en découle entièrement. Les sensations kinesthésiques et nos perceptions façonnent notre monde intérieur, de nos images mentales aux pensées, de nos émotions aux désirs. L'ensemble de ce monde intérieur déjà présent use des données informationnelles externes afin d'offrir un langage imagé et articulé au mental et construit par la suite les concepts, ce qui signifie que nous pensons d'abord par image et qu'elles proviennent directement de notre expérience somatosensorielle, kinesthéte. Les sensations et les perceptions que nous recevons depuis le dehors, par l'intermédiaire de notre corps, se muent ensuite en pensées conceptuelles qui s'organisent et se classifient à mesure que le mental puise de l'information au dehors. Les idées sont déjà là, mais elles sont compactées, comprimées dans le mental. Les idées, deviennent alors pensées conceptuelles, lorsque le mental déroule dans son espace intérieur ses propres idées.
L'expérience kinestète permet au mental d'articuler son propre monde intérieur et de le déployer dans un espace intérieur, un miroir empli d'images que l'on nomme imagination, et d'en prendre connaissance à travers la pensée conceptuelle. C'est ainsi que nous prenons conscience de nous-mêmes à mesure que le mental expérimente son propre corps. Il en ressort de nos expériences corporelles une certaine épaisseur de notre monde intérieur. Et pour cause, nos émotions et nos pensées découlent directement de notre rapport au corps. C'est ainsi que le réel s'épaissit et que le moi imagine ce qui se présente devant lui et le conceptualise. La richesse de notre monde intérieur dépend donc entièrement de notre présence à soi et de nos expériences vécues avec notre corps. Les perceptions et les sensations éveillent l'homme à sa propre compréhension de lui-même. En d'autres termes, le contenu du mental se spatialise pour devenir image et se temporalise pour devenir concept. Le contenu intérieur qui se déploie reflète, selon le degré de conscience de chacun, le monde extérieur afin qu'il puisse se contempler par leur intermédiaire. Lorsque nous apprenons à marcher, à manger, à digérer, à grimper, à sauter, à gravir un lieu ou d'y descendre, l'effort que l'on déploie lors de nos multiples tâches, à se coucher et à se lever, etc., nous façonnons notre monde intérieur par ces expériences directes avec le mouvement quotidien du corps et ses sensations qui s'en dégagent. Cette expérience offre au mental des images référentielles afin de percevoir ses propres mouvements psychiques. Le langage par image, analogique donc, est donc premier pour le mental. Autrement dit, c'est à partir de l'expérience kinesthésique que le mental se forge une pensée du monde, d'abord par image et ensuite par concept. La pensée conceptuelle découle de la pensée par image, laquelle articule en dernière phase la parole verbale. C'est la naissance de la parole. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons, nous communiquons des images à autrui à travers des mots, lesquels proviennent de nos propres expériences kinesthésiques. Le mental s'éveille de cette manière à lui-même. Le moi se forge d'abord à travers ses expériences kinesthésiques, puis par son imagination, ensuite par sa pensée conceptuelle et pour finir son langage verbal. Toute cette prise de conscience de sa propre existence découle de la géométrisation du moi, c'est-à-dire du système géocentrique et anthropocentrique. On est en train de parler de la naissance de l'inconscient et de son contenu. Hein. Voilà comment ça fonctionne tout ça. La pensée par image est de nature analogique et connecte tout un champ de concepts assez vaste. L'analogique propose un nexus de sens équivoque, tandis que la pensée conceptuelle classe, organise et ordonne ces mêmes images mentales. Nous remarquons que l'histoire de l'invention de l'écriture suit ce processus d'ouverture du mental à lui-même. Les premières écritures sont de nature idéographique, lesquelles usent de la pensée par image, comme les hiéroglyphes olmèques et égyptiens, et l'écriture sumérienne et chinoise. Par la suite, les hommes ont voulu préciser par écrit leur pensée conceptuelle, c'est l'apparition de l'alphabet. La pensée par image navigue dans l'imagination et conduit à un type de discours fondé sur l'analogique, donc symbolique. Cette dimension du mental est identique au monde onirique. Autrement dit, l'homme pense d'abord de manière symbolique, il rêve le monde. Ensuite, il sort de son propre rêve et commence à penser de manière analytique. Il perçoit les choses du monde, sensible, et le fragmente lorsqu'il perd ce premier langage, celui des images, et s'en éloigne jusqu'à en devenir complètement étranger. Telle est notre situation sociale aujourd'hui. Cependant, le retour à cette langue nous permet de saisir le propos même de notre existence, tout aussi bien que celui du monde où nous vivons. C'est également pour cette même raison que les enfants pensent d'abord par image, puis élaborent de manière graduelle leurs pensées conceptuelles lors de leur croissance. Le modèle psychophysique a des incidences épistémologiques en histoire des techniques et des inventions humaines,
On a parlé de l'invention de l'écriture, en éducation et bien plus encore. Comment se construit maintenant la pensée par image? Les images ont pour référence le monde matériel, ce qui leur donne la possibilité d'apparaître au sein de l'imagination et de pouvoir être reconnues. Les images façonnent et donnent du poids, du volume et de la profondeur à l'imagination. Toute image possède une densité qui lui est propre et provient directement des sensations et de l'expérience du corps que chacun peut avoir. Un arbre tordu offre à l'imagination l'esquisse de la torsion qui fait sentir en soi-même la force de tension. Elle se conceptualisera pour s'appliquer à différents domaines. L'image perçue à travers cet arbre tordu sera associée par le principe de similitude à d'autres images qui lui ressemblent et déploie un mycélium structurel au sein de l'imagination. À partir de l'image de base, un groupe d'images s'agenceront les unes métaphores des autres. En d'autres termes, de la masse compacte que forme l'indifférencié du mental, émerge une pensée construite grâce aux stimuli du corps, puis des images apparaissent comme formulation de ces mêmes pensées, lesquelles seront à leur tour exprimées par le langage verbal. La fonction imaginative déploie ces images selon un rapport géocentrique et anthropocentrique. L'axe de rotation et d'agencement des images découle de la perception sensorielle de la course du soleil, donc kinesthète. À cela s'ajoute par similarité l'expérience de l'effort accompli par le corps lors de la marche, par exemple, et de celui de gravir une montée, voire une montagne. Les émotions qui s'en dégagent, la force mentale qui se forge, la volonté ou la faiblesse d'y arriver, le désir d'atteindre le but ou son impuissance se font image, puis concept. L'expérience kinesthésique module le mental en langage. Les images s'orientent vers un sentiment de légèreté, d'élévation et de libération lorsqu'elles côtoient la lumière, vers le haut, mais s'enfoncent dans les abysses de ténèbres, d'emprisonnement et de compression lorsqu'elles affichent leur appartenance à l'obscurité, vers le bas. Autrement dit, les images mentales, tout comme les pensées, s'organisent selon un axe est-ouest, calqué sur la course journalière du Soleil. Cet axe est perçu également comme un haut et un bas, puisque c'est exactement le sens de la course du Soleil. À midi, il est en haut, sur l'axe vertical, hein, voilà, lequel prend source dans l'expérience kinesthète de l'intensité de la lumière du Soleil. En ce sens, la perception mentale d'une verticalité, depuis laquelle la lumière se situe en haut et les ténèbres en bas, hein, découle d'une perception géocentrique de notre propre existence et de l'expérience kinesthète de la montée et descente d'un monticule, ou encore de la levée matinale et du coucher du corps lors de la phase nocturne qui suit le rythme journalier du soleil. Ouais, le soleil se lève et se couche, et nous nous levons le matin et nous nous couchons le soir. Vous voyez cette similitude, cette similarité qui va créer des images associées dans les images mentales. Il nous faut insister sur cette réalité où l'espace nocturne cède sa place à l'espace diurne en notre intériorité, ou inversement, à l'image de la course du soleil, puisque cette expérience psychique est celle-là même qui fonde également tout le langage symbolique et donc spirituel. Le nous est donc bien situé en haut, en pleine lumière, tandis que le corps humain se localise en bas, vers les profondeurs sombres de la matière. Par ces exemples, il nous faut concevoir que si nous résidions sur une autre terre habitable, par exemple avec deux soleils, la psyché parlerait cette langue phénoménologique. La psychonoétique est une science universelle qui comprend le langage des extraterrestres. La construction des images mentales se constelle en un amas symbolique en s'agglutinant selon des principes d'isomorphisme, qui signifie similaire, et de polarisation à partir d'un noyau organisateur. Il y a donc deux extrêmes, deux polarités inverses,
et un centre qui permet le passage de l'un à l'autre et de l'un vers l'autre. L'image du triangle exprime donc aussi la réalité de la structure de la pensée par image, soit de l'imagination. Le sentiment de l'ascension et de la descente prennent naissance dans l'expérience de la lumière solaire qui apparaît et disparaît alternativement au cours d'une journée. À cette expérience s'ajoute l'expérience corporelle du lever et du coucher, comme signalé précédemment. C'est le principe isomorphique, similitude, qui qui fournit des images au psychisme en tant que matière symbolisante. Ainsi, la gestuelle, qui tend vers la position verticale, connote l'idée de libération, de détente, d'expansion, soit une ascension vers la lumière, alors que la chute d'un corps ou encore le fait de se coucher connote l'idée de blessure et de perte. L'image qui nous vient est donc nocturne. La verticalité peut être pensée grâce à notre apprentissage du mouvement corporel qui se dresse, soit dès notre enfance, lorsque nous ne savions pas encore marcher, soit lors de notre réveil au matin, où nous passons de la position couchée à la position verticale. Les difficultés de la montée et de l'ascension nous sont données par notre expérience de la montée elle-même, telle que gravir une montagne, une colline, une dune ou bien des escaliers. C'est la raison pour laquelle l'image se tient au cœur de toute communication, qu'elle soit analogique ou bien analytique. L'isomorphisme des images ou l'imagination au phénomène L'i- L'isomorphisme des images de l'imagination au phénomène du monde extérieur permet de saisir que les images mentales collent à la réalité du dehors. C'est depuis cet isomorphisme produit par la fonction imaginative, mouvement imagé et de l'énergie de la psyché incolore qui reste quant à elle indécelable, que le symbole articulé sur un support visible devient porteur de sens commun à un observateur extérieur. En observant un symbole extérieur, l'observateur se voit appelé à son propre mouvement interne, tout aussi bien qu'à un élément perceptible par ses propres yeux. Prenons l'exemple du culte à la déesse grecque Déméter et un de ses symboles, le blé. La graine de blé est ensemencée dans la terre. Il lui faut du temps pour qu'elle sorte de terre et croisse pour devenir mature, puis être récoltée. Le principe isomorphique des images de la psyché s'appuie sur cette réalité perceptible par les sens pour exprimer sa propre réalité intérieure. Le blé devient l'image même du mental, lequel se tient dans l'obscurité de la terre et donc associé par similarité, analogie à l'ignorance de soi-même, soit un état de conscience assimilé à la graine endormie sous la terre. C'est le signe d'un état mental. Lorsqu'elle perce la terre et commence à grandir, le mental modifie son propre mouvement interne et émerge de sa propre obscurité. La psyché se meut et déploie son propre mouvement à travers les images de la croissance de blé. La lumière intérieure change, elle est plus lumineuse, comme le paysage se modifie à son tour, et d'une place étroite, nous passons à un lieu plus élargi. Derrière cette dynamique psychique, se dissimule donc bien le langage analogique du mental. Le symbole est réel et apprendre à saisir ce langage naturel de notre propre mental revient à se comprendre soi-même. Mais forcer le symbole à dire ce dont on a envie qu'il dise se nomme interprétation. C'est toute la différence entre la compréhension et l'interprétation. La compréhension suit la logique interne, naturelle. L'interprétation dépend de ses propres aléas psychiques qui fluctuent ici et là, c'est-à-dire de ses propres affects, ressentis personnels, et ses autres modalités relatives à son propre brouillard de l'état mental. Quelle est la matière qui compose la psyché? La matière qui compose la psyché est transparente, incolore, malléable, hypersensible et emplie d'énergie non structurée. Cette matière subtile se s'oriente, s'organise par l'entremise de l'activité
somatosensionnelles kinesthésiques et des facultés de perception qui forment celles du corps. C'est à partir de cette expérience que les images et les concepts se construisent. La forme physiologique d'un être vivant se révèle être différente. Pardon, si la forme physiologique d'un être vivant se révèle être différente, alors la psyché simule comme une personne qui revêt un vêtement. La psyché n'est pas sécrétée par le corps, elle se compose d'une matière subtile qui répond à toute l'activité kinesthésique et se donne ensuite à voir à travers des images, puis des concepts. Cette matière subtile n'est autre que l'éther. En effet, notre psyché se compose d'éther et elle devient perceptible à travers les images mentales et les concepts, soit au-dedans. En subissant le mouvement du corps, les images mentales et les concepts, pardon, en subissant le mouvement du corps, le mental s'éveille à lui-même et s'anime. Il donne alors jour à un espace éthérique, une étendue que l'on nomme psyché. Désormais, nous ne pouvons plus confondre la psyché incolore et sa manifestation, soit le fond et la forme. Le mental n'est lui aussi pas sécrété par le corps. Nous pourrions dire que le corps permet au mental de prendre conscience de sa propre existence individuelle au niveau de notre monde sensible et d'y déployer son contenu. En d'autres termes, le mental et la psyché sont déjà existants lorsque nous naissons sur Terre, mais leur malléabilité a besoin de temps et d'expériences sensibles afin que les formes extérieures puissent devenir des images et des pensées organisées, c'est-à-dire des concepts, dans notre monde intérieur. Le monde extérieur fournit donc des informations au monde du dedans pour que cette matière subtile puisse articuler un langage reconnaissable mental, lui-même est en train de s'édifier à mesure de ses propres expériences et développe la pensée conceptuelle. Le mental se découvre lui-même à travers la motion corporelle. À nouveau, la relation entre le dedans et le dehors s'opère à travers la boucle rétroactive, la psyché d'un côté et le corps de l'autre. Cette phénoménologie du langage, de la communication, de la psyché et de l'imagination nous éclaire sur les erreurs commises par la méthode de la science empirique. Par exemple, l'imagination est comprise en psychologie moderne comme étant la folle du logis. La folle du logis. La faculté imaginative est méprisée, sujette à tous les doutes, objets à tous les délires et fantasmes humains. La taxinomie psychiatrique la place même au cœur de nombreuses pathologies. L'imagination est perçue comme mensongère, car opposée à la réalité quotidienne, seul référent concret du réel pour les psychologues. Bien qu'il y ait un contre-courant à cette attitude, l'imagination évolue dans un domaine secondaire. Par exemple, on fait appel à l'imagination lorsque l'on travaille en thérapie avec le développement de la créativité que l'on a coutume d'appeler imagination créatrice. À ce niveau, elle est restreinte à un outil, c'est-à-dire selon un angle utilitariste, et donc très éloignée de la phénoménologie. Pour terminer, j'aimerais dire que la spiritualité n'est pas une fuite du réel. Au contraire, elle demande une clarté mentale et de voir les choses telles qu'elles sont. En psychonoétique, la psychonoétique ne chemine donc pas vers une réduction du réel ou à l'inverse vers un délire fantasmagorique. Nous parlons d'un cheminement vers sa propre lucidité et le développement de son propre discernement. Merci à tous. Voici, hein, nous avons terminé cette première grande partie de la psychonoétique. Commentaires bienvenus, hein, partagez, likez si vous aimez. J'attends bien sûr tous vos coms pour voir ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt. Merci à tous et au revoir.